Donc bonjour à tous, donc je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui mes 3 ans de travaux de thèse que j'ai réalisés entre le laboratoire Ecosys à l'INRA de Grignon et le laboratoire LESU à l'école des Vins. Donc c'est un travail qui a été encadré par Sabino, Florent Levavasseur et Fabien Esculier et qui porte donc sur l'utilisation du rugnémen en agriculture, donc des filières variées pour contribuer à une fertilisation azotée durable. Donc, tout d'abord, un petit point sur ce qu'on appelle la fertilisation qui va servir à compenser les exportations de nutriments par les cultures et donc à restituer la fertilité des sols. Donc on va considérer qu'il y a 3 fertilisants primaires pour la fertilisation qui sont l'azote N, le phosphore P et le potassium K. Aujourd'hui, cette fertilisation est majoritairement apportée par ce qu'on appelle la fertilisation minérale. Et pour l'azote en particulier, c'est apporté avec le procédé Haber-Bosch, qui est un procédé qui va permettre de fixer le diazote atmosphérique gazeux, qui est inerte, en une forme d'azote qui est dite réactive, donc par exemple ici de l'ammoniac NH3, qui peut ensuite être transformé en d'autres formes d'engrais. Et donc ce procédé, c'était une révolution pour l'agriculture au cours du XXe siècle, puisqu'avant, la majorité de l'azote qui était injecté dans les systèmes agricoles provenait de ce qu'on appelle la fixation symbiotique, qui est la capacité de certaines plantes à fixer par elles-mêmes le diazote atmosphérique. Et donc on peut voir sur la courbe en dessous, qui est donc l'introduction d'azote réactif dans l'environnement, on peut voir que le procédé Haber-Bosch, donc au cours du XXe siècle, on a pu augmenter très fortement les quantités d'engrais apportées sur les champs, et donc d'augmenter très fortement les rendements, et donc de soutenir la croissance de la population. Donc ça c'était pour l'azote. Et pour le phosphore et le potassium, eux, c'est des nutriments qui sont plutôt extraits des mines. Donc l'utilisation de la fertilisation minérale, aujourd'hui, elle n'est pas durable pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est qu'on va utiliser des ressources fossiles. En particulier pour le procédé Haber-Bosch, on a besoin de gaz naturel. Donc les estimations divergent, on a à peu près une 50aine d'années de réserve, 250 ans de réserve pour les mines de phosphore, une centaine d'années pour le potassium. C'est aussi des procédés qui vont consommer beaucoup d'énergie. Par exemple, le procédé Haber-Bosch, ça va être 2% de la consommation énergétique mondiale. Et donc, on a vu qu'on a pu augmenter très fortement les quantités d'azote, de phosphore et de potassium injectés dans les systèmes agricoles. Et donc, aujourd'hui, on en met tellement qu'on va dépasser les limites planétaires pour rester dans un système stable. Et ça va entraîner divers impacts environnementaux, du coup, comme de l'eutrophisation, qui est un déséquilibre des masses d'eau par excès de nutriments, de la pollution atmosphérique, de l'acidification ou du changement climatique. Donc, une fois que les cultures ont poussé, nous, au niveau de notre alimentation, on va manger entre 4 et 5 kg d'azote par personne et par an. Et comme on ne va pas accumuler d'azote dans notre corps, on va l'excréter aux toilettes entre 4 et 5 kg d'azote par personne et par an. Et donc, ce qu'on appelle les eaux usées, ça va être un mélange de l'urine, des matières fécales, des chasses d'eau qui sont associées, et de tout ce qu'on appelle les eaux grises, qui sont l'eau de la salle de bain, de la cuisine. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé spécifiquement à l'urine? Donc, c'est ce qu'on peut voir dans ce graphique, où c'est le flux de nutriments en kilogrammes de NPK par an. Et donc, on peut voir, par rapport aux autres composantes des eaux usées, que c'est dans l'urine, on va retrouver la majorité des nutriments. Et donc, par exemple, 80% de l'azote. Et donc, tout ça dans un faible volume, puisque c'est seulement à peu près 500 litres par personne et par an, comparé aux 40 mètres cubes d'eau grise. Donc, si on essaie de résumer tout ça, on peut essayer de suivre le chemin d'un atome d'azote dans l'agglomération parisienne. Donc, on part sous forme de diazote atmosphérique qu'on va fixer dans une usine Haber-Bosch, qu'on va transformer en engrais sous différentes formes. Toutes ces formes d'azote vont tendance à finir sous forme de nitrate, qui est la forme qui va être préférentiellement absorbée par les cultures. La culture va transformer cet azote nitrique en azote organique, qu'on va nous manger en mangeant notre baguette de pain, par exemple. On va dégrader dans notre corps cet azote en urée, que l'on va excréter majoritairement dans l'urine. Et donc, comme l'urée est une molécule un petit peu fragile, je vais revenir dessus après, elle va arriver sous forme d'ion ammonium à la station d'épuration, où là, donc c'est le cas de Paris, on va en renvoyer les 2/3 dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la dénitrification. Il y a quand même 1/3 de l'azote qui va partir dans la rivière sous forme de nitrate. Donc, c'est quand même l'équivalent en azote urinaire chaque jour de l'urine de 3 à 4 millions de personnes. Et comme les traitements en station d'épuration font que l'azote ne va de manière que très limitée dans les boues d'épuration, on a un recyclage vers l'agriculture qui est faible, qui est de moins de 5% dans le cas de Paris. Alors que si on recyclait tout l'azote de l'urine de l'Île-de-France, par exemple,
on serait à plus de 100% des consommations en azote agricole de l'Île-de-France. Voilà, donc pour récupérer l'urine, on peut utiliser différents types de toilettes. Donc ça peut être des urinoirs ou ça peut être ce qu'on appelle des toilettes à séparation, qui sont des toilettes sur lesquelles on va récupérer l'urine sur la partie du devant, et les fesses, ça peut être une toilette classique à chasse douce sur la partie du derrière. Donc on peut imaginer qu'il y ait un petit réseau d'urine comme ça au niveau du bâtiment, avec une cuve en pied d'immeuble et un camion qui transporterait l'urine vers l'agriculture. Et en fait, on appelle ça la séparation à la source, et c'est un petit peu comme un tri sélectif qui va éviter la dilution de l'urine avec les eaux grises, qui va limiter la contamination en organismes pathogènes qui proviennent majoritairement des matières fécales. Et donc, une fois qu'on a récupéré l'urine, on peut faire plein de traitements. Donc ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Par exemple, pour avoir un fertilisant solide qui est beaucoup plus concentré que l'urine de base qui est diluée. Et donc, on va obtenir plein de fertilisants différents à base d'urine qu'on a proposé d'appeler urinofertilisants. Donc, l'objectif de ma thèse, c'était d'étudier en quoi les différents urinofertilisants peuvent répondre aux besoins azotés des plantes, tout en réduisant les impacts de la fertilisation et de la gestion des eaux usées. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser aux différents traitements possibles de l'urine. On va ensuite s'intéresser à l'efficacité fertilisante des urinofertilisants, un impact qui est associé à leur apport, qui est la volatilisation ammoniacale, et on finira en essayant d'agréger un petit peu tout ça et d'étudier le bilan environnemental de la filière au complet. Donc la première partie où l'objectif est d'étudier les caractéristiques des traitements et des urinofertilisants. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un travail de revue bibliographique que j'ai réalisé pendant la première partie de ma thèse et qui a fait l'objet d'une publication. Tout d'abord, si on revient aux caractéristiques de l'urine, donc l'azote dans l'urine fraîche va majoritairement être excrété sous forme d'urée, qui est cette petite molécule organique, et le pH de l'urine fraîche va être légèrement acide. Cependant, en raison de la présence d'une enzyme qu'on appelle l'uréase, qui est présente un petit peu partout dans l'environnement, cette enzyme va catalyser la dégradation de l'urée en azote ammoniacal, donc dans un premier temps la forme ammonium NH4+. Donc c'est un procédé qui peut être plus ou moins long, mais par exemple dans un tuyau qui est encrassé avec un biofibre, ça peut seulement prendre quelques minutes d'avoir cette réaction de dégradation. Donc c'est aussi une réaction qui va faire augmenter le pH, qui est à 9, donc dans l'urine fraîche de l'azote uréique, légèrement acide, et dans l'urine stockée, pH basique et azote ammoniacal. Et donc il y a aussi cet équilibre entre la forme NH4+, et la forme ammoniaque, donc qui lui va dépendre du pH. Donc on retrouve ces deux formes pour l'azote ammoniacal. Ensuite, on va retrouver d'autres nutriments, donc du phosphore, du potassium, des micronutriments. Et enfin, potentiellement des contaminants. Donc, pour les pathogènes, globalement, il y a peu de pathogènes dans l'urine en elle-même, mais le risque, c'est qu'il y ait une contamination fécale croisée au niveau de la toilette, c'est-à-dire qu'il y a un peu de matière fécale qui part dans la partie urine des toilettes. Il y a ensuite aussi potentiellement des micropolluants organiques, dont par exemple 70% des résidus pharmaceutiques qui vont être excrétés dans l'urine. Donc on a vu que pendant le stockage, l'urée se dégradait en azote ammoniacal, donc NH4+, et NH3, et le problème c'est que cette forme NH3 va être volatile. Et donc par exemple, si on va stocker l'urine dans une cuve qui ne va pas être étanche, ou au moment de l'épandage, on peut avoir des pertes d'azote par volatilisation, donc sous cette forme ammoniaque, qui va entraîner déjà une perte d'efficacité fertilisante, puisque l'azote ne pourra pas être valorisé par la plante. Et ensuite, des impacts environnementaux, donc ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc il y a un intérêt à traiter l'urine pour stabiliser l'azote, dans une forme qui va limiter la volatilisation. Donc ça peut être sous forme d'urée, ça peut aussi être la forme NH4+, ou qui elle ne se volatilise pas, ou des nitrates. Et donc aussi, ça va aussi limiter les odeurs, parce qu'il y a une partie des odeurs qui est associée à cette forme NH3, ammoniaque. Et ça va aussi permettre de réduire le volume, puisque si on chauffe une solution d'ammoniac, comme ça, on va en perdre une grosse partie. Et donc, il y a un intérêt à stabiliser pour essayer de réduire le volume. Donc, ce qui est représenté sur ce graphique en bas, c'est la concentration d'azote dans le fertilisant et la quantité pour apporter 180 kg d'azote par hectare, qui est une dose agronomique un petit peu moyenne, donc en tonnes de fertilisant par hectare. Ce qu'on peut voir, c'est que l'urine, elle est plutôt diluée, donc faire attention parce que c'est des échelles logarithmiques sur les deux axes. Mais on est entre 0,5 et 1% pour l'urine, et donc il faut mettre à peu près 30 tonnes par hectare d'urine pour apporter 180 kg d'azote, alors que les engrais minéraux sont plutôt à 30-45%. Il faut mettre moins d'une tonne de fertilisant par hectare. Donc il y a vraiment un intérêt à essayer d'aller vers un fertilisant plus concentré, pour réduire les volumes à épandre et à transporter. Ensuite, il y a des traitements spécifiquement pour les contaminants. Et enfin, des traitements pour extraire les nutriments
Donc, par exemple, juste extraire l'azote ou le phosphore de l'urine, et pour en faire des fertilisants concentrés. Mais ça, c'est une approche qui est dite extractive. Donc, on va chercher à extraire que quelques-uns des nutriments. Alors que les traitements que je vous ai présentés avant, c'est plutôt une approche conservative. On va chercher à conserver tous les nutriments. Et quand on va réduire le volume, on va plutôt chercher à enlever l'eau. Et du coup, en considérant qu'il faut boucler tous les cycles physiochimiques et pas seulement celui de l'azote et du phosphore, nous, on s'est plutôt concentré sur cette approche conservative. Donc voilà, les traitements de stabilisation d'azote, donc je rappelle, dans urine fraîche, c'est de l'urée, et dans l'urine stockée, l'azote ammoniacal. Donc tout d'abord, on peut essayer de traiter l'urine stockée en jouant sur cet équilibre entre la forme NH4+, qui ne se volatilise pas, et la forme NH3 qui se volatilise. Donc on le voit sur le graphique, c'est un équilibre qui dépend du pH, qui dépend aussi un petit peu de la température. Mais globalement, si on est à des pH en dessous de 6-7, on va avoir majoritairement la forme NH4+, et donc on va limiter la volatilisation. Donc par exemple, on peut ajouter 30 grammes d'acide sulfurique par litre d'urine pour favoriser cette forme NH4+. Ensuite, il y a des traitements de nitrification, par exemple. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qui est sur une station d'épuration. Mais là, ça va être un procédé biologique, donc des bactéries qui vont oxyder l'ammonium NH4+, en nitrate, qui lui aussi ne se volatilise pas. Donc, ça peut être fait sur une colonne comme ça, en milieu aéré. Donc ça, c'était pour l'urine stockée. Ensuite, on peut essayer de traiter l'urine fraîche. Donc, il faut le faire rapidement, donc le plus près de la toilette possible. Mais le problème avec l'urine stockée, donc on a vu que c'était cette enzyme uréase qui catalysait la dégradation de l'urée en azote ammoniacal. Donc c'est noté sur le graphique. Donc c'est une constante de vitesse de la dégradation de l'urée en ammoniac. Donc il ne faut pas trop faire attention à l'unité qui est sur le côté. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'activité de l'enzyme en fait va augmenter avec la température et elle va être aussi optimum dans une gamme de pH assez neutre au final. Donc, par exemple, 6 à 8, quoi, donc le pH de l'urine fraîche. Mais par contre, si on acidifie l'urine en dessous de pH 4, l'enzyme ne va pas être active et ne va pas pouvoir dégrader l'urée en azote ammoniacal. Donc, on peut par exemple acidifier l'urine avec 3 grammes d'acide sulfurique par litre ou en faisant une fermentation lactique pour garder notre azote sous forme d'urée. On peut faire aussi la réaction inverse, donc d'alcaliniser l'urine, par exemple, avec 10 grammes de chaux, pour être au-dessus de pH 10-11, et là aussi empêcher l'enzyme de dégrader l'urée en azote ammoniacal. Et donc enfin, il y a aussi des mélanges avec des matières organiques, donc pas spécifiquement avec l'urine fraîche, mais ça ressemble un petit peu à ce qui est fait dans les toilettes sèches à litière, qui peuvent aller d'une simple imprégnation à un processus de co-compostage complet qui peuvent permettre de stabiliser l'azote aussi. Voilà, donc ensuite, pour les traitements de réduction du volume, donc on a vu que l'urine pas concentrée est assez diluée, quoi. Dans les valeurs que j'ai relevées dans la littérature, on est généralement entre 0,2 et 0,9% en fonction de la dilution s'il y a une chasse d'eau au niveau de la toilette. Et on peut, par exemple, essayer d'évaporer l'eau qui est présente dans l'urine, donc soit garder un fertilisant qui va être liquide, donc généralement c'est entre 2 et 6%, ou soit on peut carrément essayer d'aller déshydrater l'urine, et on peut potentiellement monter jusqu'à 24% d'azote. Et là, on commence à se rapprocher de la concentration des engrais minéraux qui sont plutôt entre 30 et 46% d'azote. Alors, dans l'urine non concentrée, on est plutôt dans la même gamme que l'Élysée, donc en dessous de 1%. Ensuite, il y a d'autres procédés de réduction du volume, comme la congélation, décongélation, l'osmose, la distillation membranaire. Et ces procédés, dans les valeurs, dans les exemples que j'ai relevés dans la littérature, ne permettent pas de déshydrater l'urine, mais on est généralement entre 2 et 6% d'azote. Et donc ensuite, on a des mélanges avec la matière organique. Donc là, ça va vraiment dépendre du type de matière organique avec lequel on va mélanger et du ratio de mélange, etc. Voilà, donc je voulais finir cette partie en vous présentant un impact potentiellement associé au traitement, qui est la consommation d'énergie. Ce que vous avez sur la figure, c'est les différents procédés de concentration. Donc il y a évaporation qui est en bleu, les autres procédés en vert. Et donc, c'est une échelle logarithmique de la consommation d'énergie en mégajoules par kilogramme d'azote qui va être traité. Et ce qu'on peut voir, par exemple, pour l'évaporation, c'est qu'on va avoir des consommations d'énergie très variables. Donc, ça peut être une évaporation faite avec un petit évaporateur solaire, comme dessiné ici, où là, on va avoir une consommation d'énergie nulle. Par contre, avec certains procédés d'évaporation ou de distillation, là, on peut monter à des consommations de plusieurs milliers de mégajoules par kilogramme d'azote. On couvre un petit peu toute la gamme. Il y a ensuite l'osmose et la distillation membranaire qui ont généralement une consommation d'énergie plus limitée.
mais elles ne permettent pas non plus de déshydrater l'urine et de monter à des concentrations très élevées. Et donc enfin, c'est peut-être un paramètre à surveiller, parce que ce qui est représenté en rouge en bas, c'est la d'énergie pour produire 1 kg d'azote avec le procédé Haber-Bosch de fertilisant et traiter 1 kg d'azote à la station d'épuration. Et donc on peut voir que certains des procédés vont être au-dessus et donc potentiellement plus impactants que ce qu'on fait aujourd'hui sur ce point. Voilà, donc en synthèse de cette partie, on a vu qu'il y avait des traitements entre autres pour stabiliser l'azote et réduire le volume, une grande diversité d'urinofertilisants, donc avec des caractéristiques physico-chimiques variées, et potentiellement des impacts liés au traitement comme la consommation d'énergie. Donc, je vais maintenant passer à la deuxième partie. Donc on a vu qu'il y avait des formes variées d'azote, par exemple, dans les urinofertilisants, qui peuvent potentiellement impacter l'efficacité fertilisante. Et donc nous, on s'est intéressé à l'efficacité fertilisante en tant que fertilisant azoté pour les différents urinofertilisants. Et donc on a réalisé des essais en conditions contrôlées et en conditions au champ aussi, en collaboration avec la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Donc si on part de tout en haut, on a ce qu'on appelle les matières fertilisantes, qu'on peut décomposer en amendements. Donc ça va généralement être des produits avec beaucoup de matière organique, comme du fumier, du compost, qui vont chercher à améliorer la structure du sol. De l'autre côté, on a les engrais qui, eux, vont chercher à apporter les nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Donc on retombe sur l'azote, le phosphore, le potassium que j'ai présenté au début. On peut encore le redécomposer en deux, entre les engrais minéraux, donc de l'azote Haber-Bosch, par exemple, ou les engrais organiques, ça peut être des champs de poules utilisés qui vont à la fois contenir une fraction organique et une fraction minérale pour l'azote. Pour la fraction organique, cet azote organique va devoir être minéralisé par les bactéries du sol, d'abord en ammonium et après nitrifié en nitrate, qui est la forme qui est préférentiellement absorbée par les cultures. Le point qui est limitant, c'est que ce processus de minéralisation il peut être plus ou moins long en fonction du type de matière organique et des conditions climatiques. Et donc tout l'azote peut ne pas être disponible rapidement pour la culture. De l'autre côté, donc pour la fraction minérale des engrais organiques ou pour les engrais minéraux, on va apporter l'azote en d'urée, d'ammonium ou de nitrate. Et là, généralement, ce processus de transformation vers les nitrates se fait rapidement, de l'ordre de quelques jours. Et donc l'azote va être rapidement disponible pour la culture. Et donc les urinofertilisants sont des fertilisants qui sont majoritairement minéraux dans la composition. Donc la fraction organique va être limitée entre 0%, mais qui sont organiques dans leur origine. Pour calculer la fertilisation dans les systèmes conventionnels, on fait généralement un petit calcul chaque année. Et donc les apports d'engrais qu'on va apporter vont être égales aux besoins des plantes, moins ce que le sol peut fournir de lui-même. Donc pour les engrais minéraux, on va considérer que 100% de l'azote va être disponible pour la plante, mais on a vu que ce n'était pas le cas pour les engrais organiques, puisque ça doit d'abord être minéralisé. Et donc pour qualifier l'efficacité des engrais organiques ou des urinofertilisants, on va utiliser ce qu'on appelle le coefficient d'équivalence engrais, donc le CAEC en pourcentage, qui est l'efficacité relative de notre fertilisant par rapport à un engrais minéral. Et donc par exemple, si on a un CAEC de 100%, 1 kg d'azote provenant d'un urinofertilisant va être égal, va avoir la même efficacité qu'un kilogramme d'azote minéral. Voilà. Donc les premiers essais qu'on a réalisés, c'était des essais en serre, où l'objectif là, c'était d'étudier l'efficacité fertilisante d'une large gamme de produits. Donc on retrouve par exemple l'urine stockée acidifiée, donc pour limiter la volatilisation de l'azote ammoniacal, de l'urine stabilisée sous forme d'urée par acidification ou fermentation lactique, ou par alcalinisation. Et on a deux formes, une qui est déshydratée, donc sous forme d'urée, de l'azote sous forme de nitrique et ammoniacal, donc de l'urine qui a été nitrifiée, le nitrate d'ammonium qui est l'engrais minéral de référence auquel on a comparé tous nos produits, un mélange entre de l'urine fraîche et des copeaux de bois, donc qui reproduit un petit peu ce qui se passe dans les toilettes sèches habituelles, donc beaucoup d'azote organique et un petit peu d'azote ammoniacal, et un lisier bovin qu'on a utilisé comme comparaison, comme engrais organique de référence. Donc on a apporté tous ces produits dans des petits pots, comme sur la photo. On les a incorporés dans toute la masse de sol pour limiter la volatilisation. Donc, la volatilisation, je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Et on s'est assuré qu'il n'y ait pas de carence d'autres éléments, que ce soit bien l'azote qui aille limiter la croissance des plantes. Donc on peut voir, on a trois petits pots comme ça par traitement différent. Et on a fait pousser du raisin, qui est basiquement de l'herbe.
Donc, on a laissé pousser pendant 2 mois et toutes les 2-3 semaines, on est coupé la biomasse. Et donc, en mesurant le rendement et la teneur en azote, on peut recalculer les coefficients d'équivalence engrais, donc les CAPIC. Donc ça, c'est les résultats qu'on a obtenus en serre. Donc on peut voir qu'on a déjà une bonne réponse à l'azote, par exemple, entre le témoin sans fertilisation et les 2 autres traitements, urine stockée et urine nitrifiée. Et ce qui est en dessous, donc, c'est le coefficient d'équivalence engrais en pourcentage. Donc je rappelle, si on est à 100%, on est aussi efficace qu'un engrais minéral. Et donc globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une forte efficacité des urinofertilisants, puisqu'on a 7 urinofertilisants sur 9 qui sont au-dessus de 85% pour le coefficient d'équivalence. Donc, une efficacité très proche de l'engrais minéral. On en a 2 qui sont un petit peu en dessous, qui sont l'urine fermentée. Donc là, l'hypothèse, c'est que comme il y a beaucoup de bactéries dans ce produit, les bactéries pourraient immobiliser une partie de l'azote une fois apporté au sol. Et donc, cet azote doit être reminéralisé avant d'être disponible pour la culture. Et on a aussi le mélange entre l'urine fraîche et les copeaux de bois. Donc là, ça se joue plutôt avant l'apport. Donc, comme il y a beaucoup de carbone dans les copeaux de bois, les bactéries, là aussi, pour dégrader la matière organique et le carbone, vont immobiliser une partie de l'azote. Et donc, cet azote devra aussi être reminéralisé avant de pouvoir être absorbé par la culture. Voilà, donc ça, c'était les essais en conditions contrôlées. Et ensuite, on a réalisé des essais en conditions réelles au champ. Donc, 5 essais au total sur du blé et du colza. Donc, un essai, c'est ce que vous voyez sur la première photo. En fait, on se met au milieu d'une parcelle chez un agriculteur où on va délimiter plein de petites sous-parcelles. Donc, on a 3 parcelles par traitement. Donc, sur chaque parcelle, on va mettre un fertilisant différent. Donc, soit on l'applique à la main ou avec un petit épandeur. Et donc, généralement, on fait ces épandages en fin d'hiver, au moment où les cultures ont besoin de nutriments pour leur croissance. Et on vient moissonner donc, à la fin de l'essai. Et donc, en mesurant le rendement, la teneur en azote, on peut calculer là aussi des coefficients d'équivalence engrais. Donc, cette fois-ci, on a testé que 3 urinofertilisants, puisqu'il faut beaucoup plus de volume de fertilisants pour réaliser ce type d'essai. Donc, l'urine stockée, fermentée, nitrifiée, qu'on a comparé toujours au nitrate d'ammonium, donc notre engrais minéral de référence, et à 5 amendements ou engrais organiques, qui sont des fumiers, des composts de lisier, des bouts d'épuration, des lisiers et des digestats, qui sont très majoritairement sous forme organique. Après, il y a un petit peu d'urée dans les bouts d'épuration et un petit peu d'azote ammoniacal dans les digestats et les lisiers. Donc, au niveau des résultats qu'on a obtenus, donc c'est ce qui est représenté sur ce graphique, où on va avoir en abscisse le pourcentage d'azote minéral dans le fertilisant, donc de 0 à 100%, et le coefficient d'équivalence engrais, donc en pourcent là aussi, donc de 0 à potentiellement 120%. Donc on a le point rouge qui est le nitrate d'ammonium, donc 100% d'azote minéral et 100% de coefficient d'équivalence engrais. Et globalement, ce qu'on peut voir, c'est que les urinofertilisants sont les fertilisants qui ont, parmi tous les autres, le plus d'azote minéral. Donc il y a de 0 à 20% d'azote organique dedans. Et c'est aussi ceux qui vont avoir parmi la plus grosse efficacité. Donc la plupart sont au-dessus de 70% au niveau du coefficient d'équivalence engrais, et plus haut que les lisiers ou les bouts d'épuration. Et donc l'hypothèse, c'est que cette forte efficacité va être corrélée avec la forte teneur en azote minéral dans les urinofertilisants. Voilà, donc en synthèse de cette partie, on a vu qu'il y avait des urinofertilisants qui avaient une efficacité élevée et proche des engrais minéraux, donc c'est généralement un coefficient d'équivalence de 10 à 80%. Plus élevé, une efficacité plus élevée que les engrais organiques comme ceux qu'on a testés, les lisiers, etc. C'est lié à la forte teneur en azote minéral. Et donc, par exemple, si on mélange de l'urine avec des matières organiques, on va immobiliser une partie de l'azote. Donc, on va décroître cette efficacité à court terme. Et donc, enfin, on a vu aussi qu'il y avait une efficacité un petit peu inférieure au champ comparé à la serre. Donc, 70 versus 80%. Donc, ça peut potentiellement être dû à des pertes par volatilisation, qui est le sujet dont je vais vous parler maintenant. Donc, on a vu qu'il y avait des caractéristiques variées dans les urinofertilisants, sur les formes de l'azote, et aussi sur le pH. Et donc, tout ça peut potentiellement influencer la volatilisation ammoniacale. Et donc, l'objectif de cette partie, c'était d'étudier le potentiel de volatilisation pour les différents urinofertilisants. Et donc, c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec Sophie Germond de l'UMR Eco6 et envisage de INRAE transfert. Juste quelques mots sur le processus de volatilisation. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'on apporte notre engrais, donc de l'urine stabilisée sous forme d'urée. En solution, on a vu que l'uréase était bloqué pour dégrader l'urée, mais dans le sol, le pH va être tamponné
Et du coup, l'uréase va pouvoir dégrader l'urée en azote ammoniacal. Donc là, tout d'abord en ammonium NH4+. Et donc déjà, la volatilisation va être favorisée par des produits apportés sous forme d'urée ou d'azote ammoniacal. Ensuite, on a vu qu'il y avait cet équilibre entre la forme NH4+, et la forme NH3, donc qui dépend du pH. Donc plus le pH du sol et du fertilisant va être élevé, plus on va déplacer cet équilibre vers la forme NH3. Et c'est cette forme NH3 qui peut passer sous forme gazeuse, donc d'abord dans le sol, et qui peut ensuite passer sous forme gazeuse dans l'atmosphère, donc en fonction du gradient de température et du vent pour la dispersion. Une fois qu'on a l'ammoniac dans l'atmosphère, donc on a une perte d'efficacité puisque l'azote ne pourra pas être valorisé par la culture. Et on a aussi divers impacts environnementaux, comme la formation de particules fines. On peut avoir des dépôts humides ou des dépôts secs qui peuvent causer de l'acidification ou l'eutrophisation. Donc au niveau méthodologique, on a d'abord réalisé des essais en conditions contrôlées, où l'objectif, c'était de reproduire un petit peu ce qu'on a fait en serre, mais pour mesurer le potentiel de volatilisation. Donc on retrouve la plupart des fertilisants qu'on a testés en serre, donc avec les différentes formes d'azote, qu'on a toujours comparé au nitrate d'ammonium, et à un lysé Baugain. Et donc, on a des produits qui sont coloriés en rouge, qui sont acides, et on va avoir d'autres produits qui vont être alcalins, qui sont coloriés en bleu. Donc, on va apporter tous ces différents produits sur des cylindres de sol qui font à peu près 15 cm de diamètre. Le sol, il provient des essais, donc il a un pH assez neutre. On a 3 cylindres comme ça par produit différent. Donc, on l'apporte par pesée ou avec une micropipette. Et donc, ensuite, on va fermer ce cylindre, donc hermétiquement. Donc, ça va former une cellule qui est hermétique et dans laquelle un flux d'air va passer, va parcourir la surface du cylindre et va ensuite aller passer dans un barboteur d'acide sulfurique, donc avec une solution d'acide sulfurique. Et là aussi, donc, le NH3 gazeux va se fixer en NH4+, en solution. Et donc, en mesurant la teneur en ammonium en solution, en faisant plusieurs points dans le temps, on peut calculer le pourcentage de l'azote qui s'est volatilisé et la dynamique de volatilisation. Donc, ça, ce procédé, cette méthode, elle permet surtout de hiérarchiser les différents produits entre eux. Mais par contre, la volatilisation qu'on va avoir au champ le jour J, ça va vraiment dépendre des conditions climatiques, météorologiques du jour. Et donc, on a pu faire une mesure au champ sur 2 produits, donc l'urine stockée et le nitrate d'ammonium. En fait, il faut des grosses parcelles pour réaliser ce type d'essai, donc de 20 mètres sur 20 mètres. Il faut des gros besoins, on a des gros besoins de fertilisants. Donc, on a pu le faire que pour ces 2 parcelles. Et donc, en fait, au milieu de cette parcelle qui fait 20 mètres sur 20 mètres, on va installer des mâts avec des badges en dessous, donc qui sont scotchés, et où il y a un petit filtre acide là aussi. Et donc, l'ammoniac va venir se fixer dessus. Et pareil, en mesurant la teneur en ammoniac, en faisant plusieurs points dans le temps et en passant par une étape de modélisation, on peut recalculer les flux et la quantité d'azote qui s'est volatilisée. Donc, au niveau des résultats qu'on a obtenus, donc, ce qui est représenté sur le graphique, c'est les essais en conditions contrôlées, et c'est donc le pourcentage de l'azote apporté qui a été volatilisé pour les différents urines fertilisants. Ce qu'on peut voir, c'est que les produits qui sont alcalins, donc l'urine stockée qui a un pH 9 et l'urine alcalinisée qui a un pH 12, ont la plus forte volatilisation, donc on est entre 16 et 18%, et ce, peu importe la forme de l'urée, de l'azote, qu'elle soit sous forme ammoniacale ou uréique. Au contraire, donc, les produits qui ont été acidifiés, donc soit l'urine stockée acidifiée par exemple, qui est de l'azote ammoniacal, ou l'urine fraîche acidifiée, qui est de l'azote uréique, eux, ils ont une faible volatilisation qui est de 2-3%. Et donc l'hypothèse, c'est que l'acide qui a été ajouté, par exemple pour stabiliser l'urine stockée, a déplacé l'équilibre vers la forme NH4+, qui ne se volatilise pas. Et pour l'urine fraîche acidifiée, donc l'acide qui a été ajouté a permis de compenser l'alcalinité qui résulte de la dégradation de l'urée. Et donc, ça a limité la volatilisation. Ensuite, on a l'urine nitrifiée. Donc là, on a des nitrates et le nitrate d'ammonium aussi qui est dans le même cas. On a des nitrates qui ne se volatilisent pas. Et ensuite, c'est aussi une réaction qui acidifie la solution et donc qui va limiter la volatilisation. Et donc là, elle est quasiment mesurée à 0%. Voilà, donc ça, c'était en conditions contrôlées. Et donc au champ, sur le petit graphique en dessous, donc toujours la volatilisation en pourcentage de l'azote apporté. Donc, on a mesuré des résultats au final assez similaires, puisqu'il y a une volatilisation pour l'urine stockée. Donc, on a perdu 34% de notre azote. C'est un peu plus élevé, enfin, c'est plus élevé qu'en conditions contrôlées, mais c'est dû aux conditions climatiques. Donc, c'est des essais qui ont été réalisés un petit peu tard dans l'année. Donc,
à la fin du mois de mai. Et donc, on a eu des conditions météorologiques, par exemple, température maximale de 22 degrés. Il y avait aussi un fort rayonnement solaire. Donc, tout ça, ça a favorisé la volatilisation. Alors qu'on est à 1% pour le nitrate d'ammonium. Voilà, donc en synthèse de cette partie, on a vu qu'il y avait des pertes potentiellement importantes par volatilisation, donc jusqu'à 1/3 de l'azote qui a été perdu. Les pertes vont augmenter avec le pH de l'urinofertilisant. L'acidification et la nitrification vont permettre de limiter cette volatilisation efficacement. Et donc enfin, indépendamment du fertilisant, c'est un risque qui peut aussi être géré par la méthode d'apport. Donc par exemple, en injectant le fertilisant ou en l'enfouissant après apport, on va là aussi on peut limiter très fortement la volatilisation. Voilà, donc j'arrive à la quatrième partie. Donc dans les parties précédentes, on a vu qu'il y avait des caractéristiques physico-chimiques variées, donc des produits liquides dilués, des produits solides concentrés qui peuvent potentiellement impacter le bilan environnemental de la filière, des impacts liés au traitement comme la consommation d'énergie, une volatilisation qui peut être très variable. Et donc l'idée ici, c'était d'agréger un petit peu toutes ces données pour aller étudier le bilan environnemental de la filière au complet, en comparaison des pratiques actuelles, donc l'utilisation d'engrais minéraux et le traitement de l'urine à la station d'épuration. Et donc c'est un travail qui a été réalisé en collaboration avec Joël Aubin, Julie Auberger et Enola Gilles de l'UMRSA à Rennes. Pour la méthode, on a utilisé la méthode de l'analyse du cycle de vie, qui est une méthode qui permet d'agréger plein d'impacts environnementaux différents et de prendre en compte les impacts tout au long de la filière. Et nous, on a réalisé l'analyse du cycle de vie de la production de blé, soit en utilisant des engrais minéraux ou soit en utilisant des urinofertilisants. Donc pour l'analyse du cycle de vie, on utilise ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, qui est l'unité pour laquelle on va calculer tous nos impacts. Et ici, on a calculé les impacts environnementaux pour produire 1 kg de viande. Dans les différentes étapes, il y a l'objectif, donc ça on l'a déjà vu, et le champ de l'étude à définir. Ensuite, on réalise un inventaire, donc à toutes les étapes de la filière de valorisation, donc combien d'énergie on va utiliser pour le transport, pour la collecte, pour le traitement, etc. Une fois qu'on a réalisé cet inventaire, on va pouvoir calculer les différents impacts, donc l'impact consommation d'énergie, changement climatique. Et enfin, on va interpréter ces impacts donc, en relation avec toutes les parties précédentes. Donc, au niveau du champ de l'étude, l'idée c'était de prendre en compte tous les impacts de la collecte de l'urine à la production de pain. Donc, on a la collecte, le traitement de l'urine, son transport, un stockage à la ferme, et donc pour produire 1 kg de grains de blé. Et donc la production du grain, c'est à la fois les aspects de fertilisation, mais c'est aussi tout ce qui va être apport de pesticides, travail du sol. De l'autre côté, on utilise des engrais minéraux. Et comme l'urine ne va pas être mise sur un champ, mais ne va pas être envoyée à la station d'épuration, au niveau de la station d'épuration, on va éviter des consommations de réactifs, d'énergie, d'eau au niveau de la toilette. Donc tout ça, on a choisi de les considérer en impact évité, donc en négatif. Donc, ce sera un petit peu plus clair sur les graphiques par après. Et au niveau des ressources qu'on a utilisées, donc on a utilisé la plateforme MINS pour réaliser notre inventaire au niveau agricole avec les bases de données Coinvent et AgriBalise, et Simapro pour calculer les impacts. Pour l'inventaire, au niveau agricole, on a considéré un peu une ferme moyenne de France, avec un itinéraire technique conventionnel et une dose d'apport de 180 kg d'azote efficace, c'est-à-dire que ça va prendre en compte les coefficients d'équivalence en dont j'ai parlé avant. Les doses d'azote vont être un petit peu différentes en fonction des scénarios. Donc le scénario de référence, donc l'utilisation des engrais minéraux, donc azote à Bosch, phosphore fossile, on a un petit peu de volatilisation au moment du dépendage, donc 7%. Ça, c'est pour la référence. Et pour les scénarios urinofertilisants, donc on a considéré qu'ils étaient récupérés dans un nouveau quartier de 1000 habitants, donc en zone périurbaine en Ile-de-France, donc il contient 17 bâtiments comme ça. La première filière, c'est la filière urine stockée, où on va séparer l'urine avec des toilettes à séparation. Donc il y a un réseau d'urine au niveau du bâtiment, et on va récupérer l'urine dans une cuve en pied de l'immeuble. Ensuite, il y a un transport vers la ferme, un stockage à la ferme et l'épandage. Et donc 7% de volatilisation au moment de l'épandage. La deuxième filière, c'est la filière urine nitrifiée concentrée, où cette fois-ci, le réseau d'urine n'est pas au niveau du bâtiment, mais au niveau du quartier. Donc les 17 bâtiments vont être connectés à une petite station de traitement au centre du quartier, où on va retrouver donc, un nitrificateur qui va transformer l'azote en nitrate, et un distillateur qui va concentrer à peu près 10 fois l'urine. Et donc ensuite, toujours les mêmes étapes, transport,
épandage, et comme l'azote est sous forme de nitrate, on va avoir une très faible volatilisation, donc estimée à 0,5%. Et donc enfin, la dernière filière, c'est l'urine alcalinisée déshydratée. Donc cette fois-ci, il n'y a plus du tout de réseau d'urine au niveau du bâtiment, mais on a une petite boîte à côté de la toilette qui contient de la chaux, qui va stabiliser l'azote sous forme d'urée. Et donc ensuite, on a un ventilateur qui va déshydrater ce mélange de chaux et d'urine. On va obtenir un produit solide qui est à plus de 100 grammes d'azote par litre. Et donc on a de l'énergie et un peu de volatilisation aussi au niveau du traitement, et aussi au niveau des bandages, donc 13%. Voilà, donc ça c'était pour l'inventaire. Ensuite, on a calculé différents impacts. On a calculé 7 impacts au total, mais je vais vous en présenter que 4 aujourd'hui, qui sont l'utilisation d'énergie, l'impact champ climatique, l'impact particules fines, donc à la fois un impact sur la qualité de l'air et sur la santé, et l'impact eutrophisation. Donc pour l'impact utilisation d'énergie, donc on trouve l'unité fonctionnelle en kilogrammes de gras, c'est des mégajoules pour produire un kilogramme de gras. Et donc on voit les 4 scénarios différents sur le graphique, donc engrais minéral et les ions fertilisants. Et donc on a essayé de redécouper les principaux contributeurs aux impacts en différentes catégories. Donc tout ce que vous avez en violet, c'est les impacts qui vont être liés à la production, le transport des engrais minéraux. Tout ce qui est en orange, c'est le traitement d'urine, son transport, son épandage. Tout ce qui est en vert, donc il n'y en a pas sur cette catégorie d'impact, mais c'est toutes les émissions qui vont arriver au niveau de la parcelle. Donc ça fait de la lixiviation, de la volatilisation. En bleu, les autres opérations, donc le travail du sol, les pesticides. Et donc en gris, en négatif, donc c'est les impacts évités au niveau de la station d'épuration. Par exemple ici, l'énergie qu'on a évitée en n'ayant pas besoin de traiter l'urine au niveau de la station d'épuration. Et donc, on a le bilan entre les impacts positifs et les impacts négatifs avec le point rouge. C'est aussi les chiffres qui sont au-dessus. Donc, ce qu'on peut voir, c'est par exemple que pour le scénario urine stocké, l'énergie qui a été évitée au niveau de la station d'épuration va totalement compenser les impacts positifs et le bilan de notre filière va être inférieur à 0 et en dessous de la filière de référence. Par contre, dès qu'on va chercher à concentrer l'urine, donc sur les deux procédés qu'on a modélisés, on va avoir une forte consommation d'énergie, et c'est ce qui apparaît dans la barre orange, donc potentiellement plus de 20 fois plus pour l'urine déshydratée. Et là, on va être plus haut que l'énergie qu'on utilise aujourd'hui pour les pratiques actuelles. Après, c'est des procédés qui sont encore, qui restent nouveaux et jeunes, et qui peuvent être facilement optimisés. Mais on peut retenir que l'énergie, c'est un point de vigilance à surveiller dès qu'on veut concentrer l'urine. Le deuxième impact, c'est l'impact de changement climatique, donc en grammes de CO2 équivalent par kilogramme de gras. Donc là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a des gros impacts évités, donc des grosses barres grises. Et donc ça, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui ont été évitées au niveau de la station d'épuration. Donc c'est en partie dû au choix de station d'épuration qu'on a fait. On s'est basé sur une station d'épuration parisienne où il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre pour traiter l'azote. Et donc, on a ces gros impacts évités. Et ce serait aussi intéressant de l'étudier avec d'autres types de stations d'épuration qui potentiellement émettent moins de gaz à effet de serre. Donc, on aurait des barres grises un petit peu plus petites. Mais là, sur nos scénarios, ces impacts évités, ils vont permettre de compenser totalement les impacts positifs. Et donc, le bilan des 3 filières est inférieur à 0 et très en dessous de la filière de référence. Après, si on regarde seulement les impacts positifs, on a par exemple déjà un bénéfice pour la filière urine qui est déjà en dessous de la filière engrais minéral. Et donc, quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on ne voit pas les grosses barres jaunes qu'il y avait sur le graphique précédent pour l'utilisation d'énergie. Et donc ça, c'est dû au fait qu'on a considéré le mix énergétique français, donc où il y a une grosse part de nucléaire, et donc l'impact du changement climatique est limité avec le nucléaire. La troisième catégorie d'impact, c'est l'impact de particules fines, donc en milligrammes de particules fines de 2,5 microns par kilogramme de grain. Et donc, généralement, le principal contributeur, ça va être la catégorie verte, sauf pour la filière engrais minéral. Mais ce qui est en vert, c'est les émissions au champ, et donc là, ça va correspondre à la volatilisation ammoniacale, qui va être modérée pour l'engrais minéral et l'urine stockée, qui va être très faible pour l'urine nitrifiée, qui va être plus forte pour l'urine alcalinisée. Sachant que pour l'urine alcalinisée, on a aussi la volatilisation qui arrive au niveau du traitement. Et donc, en faisant la somme des deux, l'impact va être supérieur à celui de la filière de référence. Et donc, alors qu'il est inférieur pour les deux autres filières. Et donc là aussi, la volatilisation, ça ressort comme un point
à surveiller pour le bilan environnemental des filières urinofertilisants. Donc la dernière catégorie d'impact, c'est l'impact eutrophisation, donc en grammes de phosphore équivalent par kilogramme de grain. La méthode qu'on a utilisée a permis d'agréger à la fois les effets de l'azote et du phosphore. Et là aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des forts impacts évités au niveau de la station d'épuration. Donc, on a vu en début de présentation que le rendement de la station d'épuration, il y avait quand même 30% d'azote qui partait dans la rivière, et donc en n'envoyant pas l'urine là-bas, on évite pas mal d'émissions d'azote et de phosphore vers la rivière. Et donc là aussi, ça permet de compenser totalement les impacts positifs. Et donc, on a des bilans qui sont inférieurs à 0 pour les 3 filières urinofertilisants et très en dessous de la filière de référence. Et donc, dans les impacts positifs, donc c'est surtout de la lixiviation de l'érosion. On voit un petit peu aussi l'impact de la volatilisation qui est un peu plus gros pour l'urine alcalinisée. Donc, en synthèse de cette partie, voilà. J'ai représenté sur ce graphique les 7 catégories d'impact. Donc, il y en a 3 que je ne vous ai pas présentées aujourd'hui, avec les 4 scénarios. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des bénéfices environnementaux qui sont en partie liés aux impacts évités au niveau de la station d'épuration, donc pour le changement climatique, l'eutrophisation, et aussi l'épuisement des ressources en eau. Donc ça, c'est principalement dû aux chasses d'eau évitées avec les toilettes à séparation. Ensuite, il y a quand même des points à surveiller, donc la consommation d'énergie et la volatilisation qui va impacter les particules fines et l'acidification. Et après, donc ça, c'est seulement des impacts environnementaux. Donc, on pourrait avoir l'impression que la meilleure filière, c'est la filière urine stockée. Mais il y a aussi tout un tas d'autres impacts, d'autres contraintes à prendre en compte. Par exemple, dans nos scénarios urine stockée, on va mettre 36 tonnes d'urine par hectare, alors qu'on n'en met que d'urine déshydratée. Donc, ça n'a pas du tout être le même matériel et ça n'a pas du tout la même quantité de travail pour réaliser les apports. Voilà, donc je vais maintenant passer à la conclusion générale. Donc, si on reprend la problématique de ma thèse, et qu'on essaie de faire une synthèse des résultats. Donc, ce que j'ai représenté ici, c'est les différents paramètres qu'on a étudiés avec les filières. Donc, tout d'abord, on a vu qu'il y avait de nombreuses filières possibles pour valoriser l'urine. J'en ai remis que 4 dans ce tableau, mais il y en a beaucoup plus, avec des formes d'azote très différentes, des concentrations très différentes, des fertilisants liquides dilués ou des fertilisants déshydratés très concentrés. Ensuite, on a vu qu'il y avait une efficacité fertilisante élevée pour la plupart des urinofertilisants, très proche de l'engrais minéral, sauf quand on mélange avec des matières organiques où ça peut décroître un petit peu l'efficacité. Et enfin, donc, on a vu que ça permettait aussi de réduire l'impact environnemental de la fertilisation, donc, en particulier au niveau du changement climatique, de l'eutrophisation, de la consommation d'eau, aussi de la consommation de ressources avec du phosphore minier qui n'est pas utilisé. Mais par contre, on a 2 points à surveiller, que sont l'énergie et la volatilisation. Donc en perspective, il y a plusieurs freins sociotechniques qui ont été identifiés pour la mise en place de ces filières. Le premier, c'est le potentiel fertilisant à faire connaître de l'urine. On n'a pas forcément en tête qu'il y a autant d'azote dans les eaux usées et qu'on pourrait utiliser l'urine directement sur un champ comme engrais. La deuxième, c'est les problématiques de faisabilité technique. Donc aujourd'hui, il y a très peu d'élevage en Île-de-France. Donc c'est très difficile de trouver du matériel pour aller prendre de l'urine. Il y a aussi vraiment un enjeu de massification, puisque par exemple, le scénario qu'on a modélisé dans la CB, donc avec 1000 habitants, ça couvrirait seulement 10% des besoins d'une ferme moyenne en Île-de-France en azote. Ensuite, il y a des interrogations sur les contaminants. Donc ça, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur cette thématique dans le programme de recherche. L'absence de prise en compte réglementaire de l'urine. Donc aujourd'hui, on n'apparaît nulle part dans la réglementation de l'urine. Ça pourrait potentiellement être assimilé à des bandages d'eau usée. Mais par exemple, en agriculture biologique, donc elle ne va pas être dans la liste des intrants autorisés, donc on ne pourra pas l'utiliser. Un nombre d'acteurs élevés, donc à la fois du monde de la ville et des acteurs ruraux, donc à faire collaborer pour la mise en place de filières. Et donc enfin, des questions sur le modèle économique. Est-ce que c'est un produit où on va garantir une teneur en azote, l'absence de contaminants, ou est-ce que ça va plutôt être un déchet donc un produit qu'on prendrait, ou plutôt un déchet dont le coût de traitement doit être assumé par la ville et donné à l'agriculture. Et donc enfin, je vais continuer sur ce sujet l'année prochaine. On faisait des scénarios à différentes échelles. Donc, par exemple, essayer de quantifier plus finement au niveau d'une ferme comment on pourrait gérer l'urine au niveau d'un itinéraire technique, d'une rotation.
Et ensuite, à une échelle plus grande, donc par exemple au niveau de la région, essayer de voir comment gérer les flux d'urine en fonction de là où on pourrait récupérer beaucoup d'urine et là où on pourrait les prendre. Donc à la fois dans une perspective de substitution aux engrais minéraux, donc on cherche juste à les remplacer, et aussi dans une perspective de coévolution des systèmes agricoles vers des systèmes agricoles plus sobres en intrants, par exemple le scénario à terre 2050, et essayer de voir comment on pourrait intégrer l'urine dans ce type de scénario. Et je voulais finir par une note un peu plus concrète. Donc, ce que vous avez en photo, donc c'est le quartier Saint-Vincent-de-Paul à gauche à Paris, qui est un quartier qui va être construit dans les prochaines années. Et donc, il y a plusieurs bâtiments de logement, et plus de 1000 habitants, je crois, qui vont être équipés de séparation à la source. Donc, et donc, il va y avoir une filière de recyclage qui va se mettre en œuvre en plein cœur de Paris. Et donc, la deuxième photo, c'est le campus AgroParisTech INRAE qui sera construit à Saclay, où là aussi, il y aura un bâtiment qui va être en partie équipé du ringwork sec. Et donc, on espère la mise en place d'une filière de recyclage aussi sur le plateau de Saclay. Voilà, et donc je vais finir par vraiment tous vous remercier, donc tous ceux avec qui j'ai pu travailler pendant ces 3 ans, avec les encadrants, les membres du jury, les membres des thèses, les financeurs, et voilà, merci beaucoup à tous.